Bonjour tout le monde, c'est Guida Funkyman. Bienvenue sur cette vidéo dans laquelle je souhaite m'exprimer au sujet de la difficulté des Dark Souls et de Bloodborne que je considère comme surcotée. Je vous encourage à la regarder jusqu'à la fin car je vous donnerai mon point de vue sur ce qui constitue la véritable difficulté de ces jeux d'après moi. Il y a des chances pour que cette vidéo fasse grincer pas mal de dents. Néanmoins, j'aimerais malgré tout évoquer quelques points qui d'après moi sont peu abordés dans le paysage vidéoludique. Un peu comme s'il n'était pas politiquement correct de parler du jeu vidéo et de ses adeptes en faisant preuve d'un œil plus critique. Je lis de plus en plus ici et là des commentaires de la part de journalistes issus du monde du jeu vidéo ainsi que des avis de joueurs au sujet des Dark Souls et de Bloodborne. Ces derniers les considèrent comme des jeux d'une difficulté importante et certains d'entre eux pensent même que les habitués de ces jeux font preuve de masochisme. Ces remarques ont tendance à m'agacer, si bien que j'ai décidé de réaliser cette vidéo, dans le but de donner mon point de vue sur ces dires. Pour commencer, je pense qu'il faut placer la difficulté du jeu vidéo d'un point de vue historique. D'après moi, il n'est pas cohérent de juger la difficulté des Soulsborne en les comparant aux jeux actuels. Il faut prendre en considération toute l'histoire du jeu vidéo. Beaucoup de joueurs donnent l'impression d'avoir découvert le jeu vidéo à partir du début des années 2000, voire même à compter de 2008. Je reviendrai plus tard sur les raisons de ces dates précises. Les Dark Souls et Bloodborne offrent selon moi une courbe de difficulté décroissante. C'est-à-dire que l'on a droit à un pic très important en début de partie. On a besoin de s'approprier les mécaniques de gameplay, de s'habituer à son environnement et d'apprendre les patterns ennemis. Au fur et à mesure où l'on avance dans le jeu, on progresse, si bien qu'à force de cumuler de l'expérience et en combinant cette dernière aux différents éléments que l'on acquiert, armes, tenues et sorts plus efficaces, on arrive à venir à bout des défis mis en place. Ah oui, au fait, je suppose que vous ne contesterez pas l'efficacité de la magie ou de la pyromancie dans les Souls, n'est-ce pas ? En ce qui concerne les jeux plus anciens, du moins pour la majorité, cette courbe de difficulté est croissante. On retrouve les mêmes caractéristiques d'apprentissage que celles des Soulsborne, mais le problème est que le palier de départ est généralement assez haut et que les niveaux se succédant sont de plus en plus retors, le dernier étant en général le summum en termes de difficulté. Je n'affirme pas que tous les jeux rétro aient ce même type de structure, il existe également des titres tels que les Kirby par exemple, qui ont toujours été réputés pour leur facilité. Néanmoins, je suis convaincu que de nombreux rétro gamers vous diront tout comme moi que terminer certains vieux jeux était loin d'être une mince affaire. Ensuite, je ne suis pas convaincu par l'argument stipulant qu'autrefois les développeurs rendaient les jeux volontairement difficiles dans le seul but de rallonger leur durée de vie. Je pense qu'ils n'avaient pas encore en tête ce genre de préoccupation. Ils agissaient uniquement en fonction des moyens techniques dont ils disposaient. Ils devaient faire preuve d'un maximum d'originalité dans le but de se distinguer de leurs concurrents. Je commencerai en disant que malgré les moyens actuels disponibles, ce n'est pas pour autant que les développeurs les plus notoires arrivent à créer des jeux avec leur identité propre. Au contraire, j'ai plutôt l'impression qu'ils se copient tous entre eux au détriment d'une certaine prise de risque qui pourrait s'avérer parfois rafraîchissante. Alors certes, le fameux dicton « il ne sert à rien de réinventer la roue » reste pertinent, dans le sens où il n'est pas judicieux de partir sur quelque chose de totalement nouveau, alors qu'un système efficace existe déjà. Mais de là à servir du copier-coller, je ne suis pas d'accord. On pourrait tout à fait utiliser des mécaniques qui fonctionnent et les peaufiner via des idées nouvelles, plutôt que faire dans le clonage pur et dur. Bref, après cette petite digression, je pense qu'il serait intéressant de définir ce qu'est la difficulté dans un jeu vidéo, ou du moins, essayer de s'approcher d'une définition un peu plus claire. Certains diront que celle-ci est relative et que tout le monde n'est pas égal face à elle. Toutefois, j'aimerais sortir de cet argument passe-partout dans le but d'aboutir à quelque chose de plus concluant. Je pense que la véritable difficulté repose sur l'inconfort, dans le sens où le jeu accule le joueur en le poussant dans ses retranchements. Je suis un joueur expérimenté, non pas que je sois un PGM bien sûr, mais dans le sens où j'ai grandi avec la NES et les jeux vidéo de la fin des années 80 et ceux des années 90. Par conséquent,
et j'estime avoir un regard me permettant d'effectuer une critique plus ou moins approfondie du monde vidéoludique, allant d'hier à aujourd'hui. Les joueurs de ma génération se plaignaient déjà de certains jeux dits difficiles, tels que les 2 premiers Zelda et les Mega Man par exemple. Toutefois, vu que le panel de jeux était moins important qu'aujourd'hui, que le nombre d'adeptes de jeux vidéo était très marginal, et que les moyens de communication contemporains n'existaient pas, on n'en faisait pas tout un foin au final. Toujours est-il que selon moi, le profil du gamer a profondément changé à partir du milieu des années 2000, et a fortiori au moment où on a commencé à approcher la fin de la décennie. Le joueur est devenu beaucoup plus intransigeant sur la forme du jeu que sur son fond. Il suffit de consulter certains forums de jeux vidéo pour constater les batailles verbales futiles que se livrent les gens au sujet de problèmes techniques qui au final ne bouleversent pas l'expérience in-game en profondeur. Aujourd'hui, le gamer cherche surtout à vivre une expérience qui lui en met plein les yeux, quitte à ne devoir subir qu'un film interactif tout le long de sa partie. De nos jours, on dit que les Dark Souls et Bloodborne sont des jeux difficiles. Pourtant, je me permettrai d'affirmer qu'en fait, ce sont les jeux contemporains qui sont devenus plus abordables. Et ceci cache une stratégie marketing astucieuse de la part des éditeurs. Depuis environ 15 ans, le jeu vidéo s'est développé d'une manière fulgurante, tellement bien qu'il répond désormais à 2 publics distincts, les joueurs occasionnels et les joueurs plus impliqués. L'accessibilité du jeu vidéo s'est drastiquement exacerbée, pour aboutir à un véritable assistanat. De toute évidence, je vais être honnête avec vous, je travaille dans le domaine du web marketing, et au risque de vous paraître un peu cynique, cette tendance ne touche pas seulement le jeu vidéo. Aujourd'hui, les gens ont besoin d'être aiguillés pour tout et n'importe quoi. Même si une chose paraît évidente, tel un éléphant au milieu d'une piscine, ils ont besoin qu'on leur indique que cet élément se trouve bien là. Quelles en sont donc les conséquences directes sur le jeu vidéo ? Eh bien, le joueur ne s'investit plus totalement dans le jeu qu'il parcourt. Il demande à être guidé, tenu par la main, et par-dessus tout, de ne pas subir de gêne, voire que son ego ne soit pas froissé. Les éditeurs ont bien compris qu'ils se trouvaient assis sur un gisement d'or. Ils ont su adapter leur choix marketing en fonction, en choyant au maximum les joueurs. Si on est frustré par un titre, on n'achètera sans doute pas le suivant. Il faut créer un climat de confiance. Quelle meilleure stratégie que de rassurer une personne en lui promettant la réussite sans le moindre effort. En découle un culte de la réussite. L'échec, ou plutôt le ratage dans les Soulsborne, car une défaite ne signifie pas le game over dans ces jeux, faut-il le rappeler, est perçu comme une frustration. Échouer est aujourd'hui considéré comme une tare et non comme un moyen de progression. Je peux comprendre que les joueurs occasionnels ne soient pas dans cet état d'esprit, car ils ont simplement envie de se poser devant leur écran et passer un petit moment tranquille. Néanmoins, je suis un peu plus sceptique au sujet des joueurs se vantant d'être plus invétérés. Surtout qu'ils sont souvent du genre à jouer la carte « je n'ai pas le temps de m'investir ». Le monde du jeu vidéo se manifeste aujourd'hui sous la forme d'un business. Et pour qu'il soit rentable, il faut séduire les joueurs, ainsi que les faire acheter des titres le plus souvent possible. Cela n'est pas anodin si les jeux sortent de manière aussi fréquente. Nous nous retrouvons aujourd'hui face à une véritable boulimie vidéoludique selon moi. Le joueur n'a plus le temps d'apprécier le jeu auquel il s'adonne. Passé 15 jours, 3 semaines, un jeu est désuet. Il faut s'en débarrasser tel un Kleenex et vite passer au suivant. Ajoutons à cela l'avènement des achievements, trophées pour PlayStation et succès pour Xbox. Et on se rend compte que finalement, le but du joueur actuel repose essentiellement sur le fait d'obtenir le trophée de platine, saint graal futile qu'il expose fièrement sur son CV vidéoludique factice. Même si ces trophées reposaient initialement sur une bonne idée de départ, compléter l'aventure principale d'un jeu via des défis supplémentaires, on remarque que de nos jours ces derniers constituent souvent la raison principale de jouer à un jeu en particulier. Si l'on note aussi que de plus en plus d'éditeurs les rendent ultra accessibles pour certains titres, on peut en déduire que ceux-ci ne font qu'entretenir le côté addictif d'une chasse devenue petit à petit illusoire. Voici par exemple une liste de jeux qui ont été clairement pensés pour être platinés très rapidement. Bon, je ne les citerai pas, je ne vois pas l'intérêt d'en faire la publicité.
En observant cette volonté de la part des éditeurs de mettre à disposition des titres fades dont l'unique objectif est de rapidement faire cadeau de leur succès ultime, on peut penser qu'il y a anguille sous roche. En tout cas, il n'est pas surprenant que les joueurs accoutumés à ce type de jeu se sentent dépourvus de leurs moyens dès qu'ils sont confrontés à la moindre contrariété. Je souhaiterais mettre l'accent sur les trophées en rapport avec les Soulsborne. Vu que ces jeux jouissent d'une réputation de jeux dits hardcore, beaucoup viennent se vanter d'avoir obtenu leur trophée de platine, en pensant avoir réalisé un exploit et en réclamant les avoir bouclés, alors que ces jeux offrent beaucoup plus que cela, et ne possèdent pas un trophée de platine fondamentalement compliqué à obtenir. Celui de Bloodborne par exemple induit simplement le fait de terminer le mode histoire en recueillant toutes les armes. Il n'y a pas de défi ultra poussé, comme tuer le boss final d'un donjon racine FRC de profondeur 5, ou si on prend un autre jeu comme Dead Rising par exemple, et ce trophée très particulier à obtenir, survivant 7 jours, qui oblige le joueur à trouver régulièrement de quoi manger, car sa barre de vitalité descend progressivement et peut le faire mourir au bout de 20 minutes, en sachant que s'il meurt, il ne peut plus disposer du trophée. Je pense que là on est dans une autre catégorie. Les Soulsborne rompent uniquement avec les standards actuels, et renoue de manière simple avec les principes des jeux d'antan. Il propose au joueur de vivre sa propre expérience de jeu. Il apprend de ses erreurs et doit se débrouiller avec le minimum d'informations qu'on lui fournit. Voici quelques exemples. La richesse du gameplay des Dark Souls et de Bloodborne nécessite une phase d'apprentissage. On se rend compte très vite que même les ennemis les plus banals sont dangereux. Ceci implique qu'on ne peut pas se jeter à corps perdu dans les combats de manière irréfléchie, sous peine d'être puni. Il faut faire preuve d'observation et une préparation est nécessaire, quitte à devoir multiplier les essais. Lors des combats, la patience est donc de mise. On se doit de bien observer ses adversaires, de saisir les moments opportuns pour les frapper, et par conséquent de bien connaître les movesets de son arme de prédilection. Dans les Dark Souls et Bloodborne, il n'y a pas de carte disponible. Le joueur doit faire appel à sa mémoire, ce qui en somme est plutôt un bon exercice pour son cerveau. C'est à force de passer par les mêmes chemins, de croiser les mêmes monuments et de remarquer les mêmes détails des décors autour de lui qu'il s'approprie alors les différentes topographies du monde qu'il parcourt, si bien qu'il lui arrive même parfois de les connaître par cœur. Dans les Soulsborne, on n'a droit qu'à des indications sommaires, mais malgré tout présentes. Comme les torches dans Dark Souls ou les loupiottes dans Bloodborne, situées à proximité des échelles à emprunter. Ces détails sont présents, mais restent discrets. Il faut faire preuve d'un minimum d'observation pour les remarquer. Cependant, ils sont placés de façon assez subtile pour ne pas tomber dans de l'assistanat à outrance. Les scénarios de Bloodborne et des Dark Souls sont cryptiques. On trouve des bribes au sujet des différentes histoires presque uniquement en lisant les descriptifs des objets, ainsi que certains dialogues de PNJ. La majorité des informations sont données de façon indirecte et demandent un certain investissement si on souhaite en découvrir les ficelles. D'ailleurs, pas mal de joueurs se plaignent souvent de cette particularité, sauf que je considère le jeu vidéo avant tout comme une expérience basée sur un plaisir lié au gameplay. Même si un bon scénario contribue à enrichir un jeu, si je souhaite me focaliser sur une histoire, en ce qui me concerne, je me pose devant un bouquin ou je regarde un film. Tout cela pour dire que l'on peut tout à fait se passer d'une histoire et apprécier un jeu. Autrefois, ces derniers ne disposaient que de scénarios basiques et cela n'empêchait pas les gens de s'éclater dessus. Il faut l'avouer, un novice sera sans doute perdu face au fonctionnement de la forge, et tout joueur sera désarçonné quant au fait de trouver l'accès au DLC des Dark Souls et de Bloodborne. Ce système a été pensé, tout comme le lore de ces jeux, pour tirer parti des interactions online et de leur aspect communautaire intrinsèque. Et là, il s'agit sans doute de la véritable difficulté posée par les Dark Souls et Bloodborne, d'après moi, avec l'accès au DLC in-game très cryptique. Contrairement au reste du jeu qui peut être maîtrisé progressivement par le joueur de manière autodidacte, la forge et l'accès au DLC nécessitent de se renseigner auprès de sources externes. Elles ne sont pas assez claires de prime abord pour que l'on soit capable de les déchiffrer et de les comprendre. Par chance, nous vivons à l'ère du Web 2.0, et il suffit d'effectuer des investigations par le biais des moteurs de recherche
pour trouver les réponses à ces questions assez rapidement. Pour cela, on a les wikis, les forums et bien sûr YouTube. Pour conclure, je poserai la question suivante. Toutes ces caractéristiques réunies, en dehors bien sûr de celle de la forge et de l'accès au DLC, définissent-elles vraiment une forme de difficulté? Je ne crois pas. Je pense que les joueurs confondent la notion de difficulté avec celle de l'inconfort et de leur temps de jeu. En effet, ils sont tellement pressés de se jeter sur le nouveau jeu qui ne saurait tarder et dont tout le monde parle, qu'ils en oublient d'apprécier celui qu'ils viennent de délaisser et qu'ils n'ont sûrement pas creusé en profondeur. Entendre ou lire de la part de quelqu'un qu'il se décourage face à un jeu parce qu'il prétend ne pas avoir le temps de s'y investir ne constitue pas une difficulté en soi selon moi. Conjugué au culte de la réussite à tout prix et au refus de l'échec, le joueur actuel, en ratant un moyen de se dépasser et d'être l'acteur du jeu auquel il participe, finit par en devenir un spectateur banal. Cette vidéo au sujet de la difficulté de Dark Souls et de Bloodborne arrive à son terme. Je voulais vous préciser qu'il existe également une version écrite de celle-ci que vous trouverez sous forme d'article sur mon blog. Le lien est dans la description. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je suis sorti de mon cadre habituel, mais je ressentais le besoin de m'exprimer sur ce sujet. En tout cas, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à la partager, et bien sûr, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, sur laquelle vous trouverez différents contenus sur les Soulsborne, ainsi que sur du rétro gaming. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bis tout le monde. Et surtout, prenez le temps de jouer et de savourer vos jeux les loulous.